À l'Université populaire d'Évreux. Alors tout d'abord quelques informations. Le programme de janvier, février, mars, je l'ai mis sur les tables, mais je crois qu'il n'y en a déjà plus. Donc les conférences continuent leur cours, il y en aura une en janvier, une en février, une en mars. Et la prochaine conférence aura lieu le 6 janvier, donc comme d'habitude un vendredi à 18h30, donc peu de temps après les fêtes de fin d'année. Et il aura pour sujet le réchauffement climatique, donc ce sera une conférence scientifique assurée par des physiciens. Voilà. Alors aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Gibert, professeure de littérature, pour nous parler de Jean Brulaire, dit Vercors, et plus précisément aujourd'hui de sa carrière artistique et de sa résistance intellectuelle. Je lui laisse la parole et je la remercie. Merci. Bonsoir à tous. Donc pour traiter du parcours du dessinateur et de l'écrivain Vercors entre 1902 et 1945, je vais commencer par la période que vous connaissez le mieux, du moins celle que l'histoire littéraire et les divers médias véhiculent en priorité, c'est-à-dire... Pour allumer avec le bouton rouge. Je crois qu'il va falloir que je prenne le tien parce que... Il est déchargé. Il est déchargé. J'espère que celui-là est chargé. Oui, excusez-moi. Donc, je vais vous raconter l'histoire, la période de la Seconde Guerre mondiale qui cristallise le mythe Vercors comme écrivain du célèbre Silence de la mer qu'il a publié le 26 février 1942, j'y reviendrai, et qui a été publié aux éditions de Minuit clandestine, qu'il a fondé avec Pierre de Lescure, l'un de ses meilleurs amis, j'y reviendrai également. Mais le but de mon intervention, ce n'est pas seulement de vous raconter cette aventure clandestine qui frappe par son caractère exceptionnel. Le but de mon intervention, c'est de comprendre comment et pourquoi ces actes de résistance intellectuelle ont pu advenir. Je vous propose donc de nous interroger tous ensemble sur divers points du récit Le Silence de la mer et sur les éditions de Minuit, afin de plonger dans l'existence antérieure de Vercors, qui couvre donc la période 1902, date de sa naissance, et la période 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous comprenez que pour ce soir, je ne vais pas évoquer la vie et la carrière de Vercors après la guerre. Parce que comme vous pouvez voir, Vercors est né en 1902, il est mort en 1991 et il n'a pas terminé sa carrière en 1945, il l'a poursuivi avec une quarantaine d'autres romans en tant qu'écrivain et aussi en tant que dessinateur. Il n'a pas totalement disparu en tant que dessinateur. Mais je ne parlerai pas de cette période-là. Donc notre démarche intellectuelle permettra de découvrir plusieurs points. Premier point, la famille dans laquelle Vercors est baigné, donc sa classe sociale et les incidences que ça peut avoir, l'héritage intellectuel que ses parents lui transmirent. Deuxième point, sa scolarité. Il a fait sa scolarité à l'école alsacienne, une grande école de Paris, et cette école a un projet pédagogique très novateur au début du XXe siècle, donc j'y reviendrai brièvement. Et je verrai avec vous à quel point ça a marqué l'esprit de Vercors. Troisième point que je veux voir avec vous, c'est son parcours artistique en tant que dessinateur, illustrateur, graveur, et peut-être sa posture philosophique sous-jacente que l'on peut trouver dans ses dessins. Et quatrième point que je vais travailler avec vous, c'est son positionnement politique dans l'entre-deux-guerres, uniquement cet entre-deux-guerres, puisque je m'arrête là, mais on pourra évoquer éventuellement après la guerre si vous avez des questions. Et mieux, j'aimerais qu'on essaie de voir l'articulation entre son art, sa philosophie et sa posture politique dans l'entre-deux-guerres. Et de voir qu'il y a des variations dans cette articulation
selon les événements historiques de cette période de l'entre-deux-guerres qui est une riche période. Je ne vais pas aller dans le sens chronologique, je vais commencer par l'année 1938, je vais commencer par ce que vous connaissez le mieux en fait, et ensuite je reviendrai sur sa période. Donc pour comprendre le cheminement vers la création des éditions de Minuit clandestines, il faut partir de cette année 1938, qui est une année extrêmement importante, et que vous avez entendu, je crois, il y a quelques semaines, c'est l'année des accords de Munich. Et Jean Bruller, qui était un pacifiste chevronné pendant toutes les années 20 et les années 30, abandonne son pacifisme au moment des accords de Munich. Il se prépare à la guerre, et ça aura une incidence. Une incidence sur ses amitiés, et notamment sur son amitié avec Jules Romain, qui est un grand écrivain de l'entre-deux-guerres, qu'on ne travaille plus beaucoup à l'heure actuelle, parce que Jean Bruller a considéré que Jules Romain avait accepté ces accords de Munich. Donc première fêlure, et il en aura bien d'autres au moment de la guerre, puisqu'il y aura dans ses amis des gens qui ne vont pas résister et qui au contraire vont collaborer, et il va rompre de manière intransigeante avec ses amis qu'il avait depuis plusieurs années. Donc 1938, c'est l'année de ses derniers albums en tant que dessinateur. Vous voyez La danse des vivants, qui se trouve à droite, qui est son album de la maturité. C'est vraiment son ouvrage exceptionnel qu'il a publié de manière trimestrielle entre 1932 et 1938. Et il les publie sous la forme de cahiers de 10 dessins qu'il appelle les relevés trimestriels. J'y reviendrai très régulièrement. Et là, vous voyez que je vous ai mis le relevé trimestriel numéro 16 avec déjà, donc ça date de 38, avec déjà un chant de guerre et avec un chant de cadavres, ironiquement intitulé « Extinction du chômage ». Et vous avez un deuxième album en 1938, ce sont mes deux dessins qui sont sur votre gauche, album qui s'intitule « Silence » avec un titre symbolique. C'est le silence artistique, c'est le silence angoissé face à la menace d'un conflit imminent. Et vous voyez que je vous ai mis notamment un des dessins de silence de cette page blanche. Alors ça peut être la page blanche à cause d'un manque d'inspiration et cette peur du dessinateur ou de l'écrivain, d'un artiste qui a peur de ne pas être inspiré, mais aussi c'est le silence résolu de ne plus jamais publier en temps de guerre pendant cette période sombre entre 1939 et 1945. Du moins, c'est l'idée qu'il a en priorité avant de fonder ses éditions de Minuit clandestines. Et donc, vous avez ici le fait qu'il va vouloir une première résistance qui est une résistance passive, une résistance par le silence. Mais très rapidement, il va se rendre compte que le silence est insuffisant et qu'il faut au contraire sortir de ce silence pour que les collaborateurs, eux, qui ne font pas silence, soient muselés. Et c'est la raison pour laquelle il va passer du silence, son dernier album en tant que dessinateur, en 1938, au silence de la mer. Vous voyez cet aspect symbolique du titre, le 26 février 1942. Et pourquoi ? Parce que vous voyez que sur ma diapositive de droite, je vous ai mis un dessin de la danse des vivants, donc ce cahier qu'il a publié entre 32 et 38, qui s'intitule « Le roman d'amour ». Et vous voyez sur ce dessin un atelier d'imprimerie et de typographie. Et il chante tout son amour pour cet aspect matériel du métier de dessinateur et d'écrivain. Et c'est la raison pour laquelle il pourra lui-même créer ses éditions de Minuit. Alors, lorsqu'il fait une résistance passive, il décide, pour gagner sa vie et pour pouvoir faire vivre sa famille, sa femme et ses 3 enfants, il décide de se faire menuisier pendant 9 mois dans son petit village de Villiers-sur-Morin, à côté de Paris. Mais très rapidement, avec Pierre de Lescure, dont vous allez entendre parler assez régulièrement pendant mon intervention,
il décide d'entrer en résistance littéraire. Et ce sont les communistes qui leur proposent de publier dans une revue qui s'appelle La Pensée libre. Et Vercors va commencer à écrire un récit, le fameux Silence de la mer. Sauf que la Gestapo fait une descente au moment où La Pensée libre allait être imprimée. Et heureusement, Vercors n'avait pas fini son Silence de la mer, donc son texte n'a pas été détruit. Et il décide avec Pierre de Lescure de passer par une autre voie que sont les éditions de Minuit. Donc vous voyez ici une forme d'organigramme pour que vous puissiez comprendre un peu la manière dont ça a été organisé. Donc vous voyez que les fondateurs sont Pierre de Lescure et Jean Brulaire, dit Vercors, et qu'il y a tout un réseau de fabrication et de distribution, puisqu'il faut bien, de manière très matérielle, fabriquer un livre. Et pour l'impression, ils vont voir Ernest Hollard, qui décide lui-même en tant qu'imprimeur d'imprimer le Silence de la mer, le premier Silence de la mer, aidé par Claude Houdeville, qui est également un tout petit imprimeur qui faisait avant-guerre des faire-part de naissance, de mariage et de décès, qui aide également l'entreprise. Et puis, très progressivement, lorsque ces éditions Minuit vont avoir une aura en France et à l'étranger, il va y avoir d'autres imprimeurs qui vont se greffer à l'aventure, que je vous ai mis tout en bas à gauche, Maurice Roulois, Blondin, Dillman, qui vont permettre de passer de 300 exemplaires du Silence de la mer à 1000 à 1500 exemplaires pour les autres ouvrages. Donc ça permet de pouvoir diffuser de manière un peu plus conséquente cette parole subversive. Lorsque l'impression est faite, Jean Brulaire vient voir Ernest Hollard ainsi que Claude Houdeville pour vérifier qu'il n'y a pas de faute typographique dans le texte, avant de pouvoir relier le livre dans sa matérialité. Et lorsqu'il se rend compte que tout va bien, il prend les exemplaires qui ne sont pas brochés et il va voir Yvonne Paraf, que vous voyez au milieu, j'ai marqué brochage, et Yvonne Paraf, qui est une grande amie qui lui avait dit que s'il pensait un jour résister, de quelque manière que ce soit, elle entrerait dans l'aventure avec lui. Donc, il prend ses exemplaires, il va à Paris, dans la maison d'Yvonne Paraf, dans le petit appartement d'Yvonne Paraf, aidé par ses sœurs et par d'autres femmes, parce que la résistance intellectuelle, c'est également une résistance de femmes, et ils font le brochage de tous les manuscrits des éditions Minuit. Et ensuite, lorsque ce brochage est terminé, Jean Brulaire reprend les livres, cette fois complètement finis, les met dans les sacoches de son vélo et il va les stocker dans un café près de la gare afin d'attendre de pouvoir les distribuer. Et pour pouvoir les distribuer, avec tout son réseau, il décide de distribuer d'abord sous forme d'une liste d'abonnés. Par exemple, tous les abonnés de profs d'université, tous les abonnés d'écrivains que Jean Brulaire et Lescure connaissaient, et je vous dirai après comment ils les connaissaient. Tous les abonnés des dessinateurs, graveurs de l'époque. Et de fil en aiguille, ils vont pouvoir se passer les exemplaires une fois lus et pouvoir diffuser cette parole subversive. Alors, vous comprenez que je vous en parle de manière extrêmement globale, mais si vous voulez aller plus loin pour cette aventure des éditions Minuit, vous avez l'historienne Anne Simonin qui a écrit un ouvrage, c'est qui est sa thèse, qui s'intitule Les éditions Minuit, et qui explique évidemment de manière beaucoup plus précise et poussée tout ce réseau des éditions Minuit clandestines. Et ces livres se diffusent en France, dans la zone nord,
dans la zone sud, mais également dans les pays étrangers. Et un soir, Vercors entend à la radio De Gaulle, qui est en Angleterre, dire « Et vous, Vercors, célèbre inconnu qui avait écrit Le silence de la mer », et il est touché par cette diffusion des éditions Minuit. Alors ces éditions Minuit, il va y avoir 26 ouvrages que je vous ai représentés ici parce que ce sont les 3 ouvrages de Vercors sur les 26 qui, comme vous pouvez le voir, sont tous de la même facture, même format, même couverture, parce que il y a une dimension idéologique. C'est une volonté de montrer que même sous le joug allemand, même sous le régime de Vichy, on peut faire de la belle ouvrage et que l'esprit français peut encore briller, même dans sa matérialité. Comment ont-ils réussi à faire cela ? Parce que l'imprimeur Hollard, par exemple, avait beaucoup de papier qui lui restait et ce papier a servi à faire les premiers ouvrages du Silence de la mer. Et ensuite, ils ont réussi à se fournir sur le marché noir, pour vous donner un exemple. Mais également, Jean Bruller a fait un petit emprunt auprès de son banquier pour pouvoir anticiper ce que ça allait coûter afin de pouvoir poursuivre cette aventure. Et ensuite, lorsque vous allez avoir tout le réseau qui se met en place, eh bien d'autres personnes vont prêter main forte et vont donner également de l'argent afin de pouvoir poursuivre cette aventure-là. Et vous avez donc Le silence de la mer de Vercors, L'honneur des poètes, qui est un recueil de poèmes dans lequel Vercors a également édité quelques poèmes et qui a été en collaboration avec Paul Éluard, qui va très rapidement remplacer Pierre de Lescure, qui est obligé de se réfugier à l'étranger parce que lui-même fait de la résistance active et est recherché très rapidement. Et Paul Éluard va être le second de Vercors pendant tout le reste de l'aventure. Et La marche à l'étoile, qui est également un ouvrage de Vercors, dont je vais vous parler juste après. Et du point de vue de la typographie, vous avez un caractère noble, qui est le caractère Garamond, que Vercors appréciait spécialement, pour encore une fois montrer toute la dimension idéologique de faire de la belle ouvrage en temps occupé. Pourquoi je veux vous parler de La marche à l'étoile ? C'est parce que c'est un hommage à son père. Son père, Louis Bruller, il raconte l'histoire de son père. Donc la famille Bruller est une famille juive qui vient des Vosges au XVIIIe siècle. Mais cette famille est chassée par un membre de cette famille car il devient évêque et le reste de la famille se réfugie en Hongrie. Et il se trouve que Louis Bruller est né en Hongrie et qu'il découvre l'antisémitisme au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et il décide de faire toute une odyssée pédestre jusqu'en France, qui est la terre pour lui des arts, de la liberté, et la terre de Victor Hugo qu'il apprécie particulièrement. Donc il va marcher pendant des jours et des jours, de la Hongrie jusqu'à la France, en disant que son étoile qui va le porter, c'est de rencontrer, il en est sûr, un ami sur le pont des Arts à Paris. Et c'est effectivement ce qui va lui arriver. Il arrive sur le pont des Arts, en tout cas, c'est la légende qu'il fait courir. Il arrive sur le pont des Arts, découvre un ami qui va l'intégrer dans une librairie, il va être manutentionnaire, puis il va monter sa propre maison d'édition qui s'intitule Bruller et Politzer parce que il le fait en collaboration avec un de ses amis qui s'appelle Politzer, et ils éditent à bas prix des ouvrages de Victor Hugo, de Voltaire, de Diderot, etc. En tout cas toute la littérature française. Louis Bruller est quelqu'un qui est extrêmement intégré, qui est un républicain, qui est un Dreyfusard, qui est un libre penseur,
qui va être naturalisé et qui épouse Ernestine Bourbon, avec qui il se marie en 1899, avec qui il fait un enfant, une première fille qui s'appelle Denise, née en 1899, 5 mois après le mariage. Et en 1902, Jean Brulaire naît, le 26 février 1902. Et pour la petite anecdote, sachez que le 26 février 1902, c'est l'année du centenaire de la naissance de Victor Hugo. Et Louis Brulaire, qui était un admirateur de Victor Hugo, avait pensé appeler son fils Jean Victor Hugo Brulaire. Et puis finalement, à l'état civil, il n'a pas osé le faire. Mais en tout cas, Vercors pense que c'est un signe d'être né sous l'étoile de Victor Hugo à ce moment-là. Il fonde donc, comme je vous ai dit, sa maison d'édition, Brulaire et Politzer, et puis en 1900, il revend ses parts au moment où sa fille naît, sa petite fille Denise, et il construit des immeubles de rapport, c'est-à-dire il construit des immeubles, ou plutôt il construit 2 immeubles et il en achète un autre dans Paris, dont il loue les appartements. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis rue Brulaire, que vous pouvez trouver dans le 14e arrondissement de Paris, puisque c'était une voie privée qu'il a fait construire à son nom et sur lequel il a bâti ces immeubles pour pouvoir ensuite les louer, et notamment les louer à Jules Romain, celui qui va devenir un des meilleurs amis de Vercors. C'est comme ça qu'il va rencontrer Jules Romain, qui a d'abord été un grand ami de son père et qui, à la mort de son père en 1930, devient finalement un grand ami de Vercors. Et donc, je vous ai mis également que sur ce fameux pont des Arts, que je vous ai remis là, vous avez ensuite une plaque que vous pouvez aller voir à Paris, qui est à la mémoire de Vercors, qui est cofondateur des éditions Minuit, pour montrer l'hommage qu'il y a pour son père. Et d'ailleurs, cet hommage, on le voit également dans un des premiers dessins que Jean Brulaire fait lorsqu'il est à l'école alsacienne. C'est un dessin qui date de 1915, et si, je pense que vous le voyez tout en haut à droite, vous voyez édition Jean Brulaire. Donc en fait, c'est une sorte d'hommage ici à son propre père, qui avait les éditions Brulaire et Politzer. Et puis, vous voyez guerre de 1914-1915, comme s'il y avait un espoir de ce jeune garçon que la Première Guerre mondiale, s'arrête en 1915. Donc Vercors est extrêmement marqué par cette Première Guerre, et j'y reviendrai après, c'est la raison pour laquelle il va devenir pacifiste, avant d'abandonner son pacifisme en 1938. Donc, expliquons maintenant comment il a pu créer ces éditions Minuit. Ce n'est pas créé ex nihilo, sans qu'il ne connaisse tout un réseau dans l'entre-deux-guerres. Alors, je vous ai remis Pierre de Lescure en haut à gauche, et en fait Pierre de Lescure, il l'a rencontré en 1926, au moment où il veut publier son premier album, 21 recettes de mort violente, précédé d'un petit manuel du parfait suicidé. Donc je vous ai mis une page avec un texte de Jean Brulaire sur la droite. Jean Brulaire est quelqu'un qui fait entre 1920 et 1926 beaucoup de dessins dans les journaux de l'époque, des caricatures, et il décide, après son service militaire, de publier son premier album, 21 recettes de mort violente, qui est un album d'humour noir à prendre au second degré. Et il s'auto-édite, c'est-à-dire qu'il a besoin de trouver des souscriptions, de l'argent, afin de pouvoir acheter le matériel et de pouvoir imprimer chez lui son album. Il franchit le seuil d'une librairie qui appartient à Pierre de Lescure, et c'est comme ça que Pierre de Lescure aime ses premiers dessins et devient un de ses meilleurs amis. Et d'ailleurs, Pierre de
Lescure va décider de collaborer avec lui pendant tout l'entre-deux-guerres. Pierre de Lescure, entre 1929 et 1932, publie une revue qui s'appelle La Quinzaine critique des livres et de revues. C'est toute une recension des livres qui se font dans le mois afin de pouvoir avoir une idée de la manière dont se font les livres. Et Jean Brûler participe notamment avec la rubrique Les éditions Luxe que je vous ai mis à droite et la rubrique Exposition pendant 3 ans. Et je vous ai mis quelque chose qui va vous intéresser, c'est ce qu'il y a à droite, donc je vous l'ai remis en plus gros par rapport à ce que vous voyez à gauche. Donc c'est un texte de Jean Brûler, qui est donc critique d'art à ce moment-là, et ce qui l'intéresse dans ce livre, c'est la typographie et l'illustration. Donc déjà, c'était quelqu'un qui s'intéressait au caractère extrêmement matériel de la belle ouvrage, et toujours sur les beaux livres. Et c'est la raison pour laquelle lui-même va faire très attention à utiliser le garamond lorsque il va publier Le silence de la mer et les 26 autres ouvrages. Donc, pour Jean Brûler, la valeur d'un texte, c'était la coïncidence qu'il pouvait y avoir entre la typographie, l'illustration et le texte lui-même. Donc il y a une démarche extrêmement intellectuelle dans son approche du beau livre. On peut le voir dans cette quinzaine critique. Et un peu plus tard, entre 1932 et 1937, il va encore être chroniqueur d'art pour une autre revue, Art et métiers graphiques, et il va continuer à travailler sur cette typographie et ces illustrations. Alors on le voit notamment pour sa revue, une revue dont il a été directeur entre 1923 et 1924, revue qui s'appelle L'Ingénu, qui est donc, vous l'aurez compris, un hommage à Voltaire, Voltaire que son père Louis Brûler appréciait énormément et qu'il avait dans sa bibliothèque en œuvre complète. Donc, vous avez un dessin original que je vous ai reproduit à droite, et vous voyez justement que c'est Jean Brûler lui-même qui, lorsqu'il va voir les imprimeurs, décide de la taille du dessin qui doit apparaître à l'intérieur de sa revue. Ce qui prouve bien que c'est quelque chose qui l'intéresse énormément et qui va l'aider dans sa création des éditions de Minuit clandestine. Et notamment, lorsqu'il publie ses œuvres, il va aller voir pour la première fois, en 1929, Ernest Hollard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui a aidé, qui a été le premier à aider dans la création des éditions Minuit clandestine. Étant donné que Jean Brûler voulait faire de la belle ouvrage pour ses propres albums, il allait dans des ateliers d'imprimerie dont il savait que le souci était de faire de la qualité, et c'est la raison pour laquelle il va voir Ernest Hollard, qui était un spécialiste du garamond, de la typographie, le garamond. D'où l'explication que vous pouvez avoir et que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Bien. Juste un point que je voulais vous montrer, je vous remets ici les 21 recettes de Mort Violente, c'est-à-dire son premier album de 1926, qui se trouve à gauche. Je vous ai remis un autre dessin. Et en réalité, on voit ici qu'il avait déjà publié, sous la forme d'un dessin dans l'Illustré National en décembre 1922, Sam se suicide. Et si vous remarquez bien, vous avez exactement les mêmes dessins que l'on peut trouver dans 21 recettes de Mort Violente. C'est-à-dire qu'en tant que caricaturiste entre 1920 et 1926, il a essayé de faire ses premiers essais,
et puis il décide enfin, quand il pense qu'il est assez mûr pour pouvoir faire ses albums, de faire son premier album de cette manière-là. Donc c'est quelqu'un qui pratique beaucoup la réécriture, et ça va être intéressant par rapport à ce que l'on va voir ensemble. Alors, on le voit, notamment parce que vous n'avez pas vu, peut-être, en tout cas je vous le montre ici, je ne sais pas si vous le voyez, je vous ai repris le dessin là, il ne signe pas Jean Brulaire, il a un premier pseudonyme. Vercors n'est pas son premier pseudonyme au moment de la Seconde Guerre mondiale. L'un de ses premiers pseudonymes, c'est Joé Mab. Et vous le voyez également dans sa revue L'Ingénu de 1923 à 1924, vous avez un de ses dessins qu'il signe de son nom d'artiste, Joé Mab. Et il va le faire comme ça pendant environ 6 ans, entre 1920 et 1926. Donc c'était pour vous montrer que Jean Brulaire est quelqu'un qui aime utiliser le pseudonyme, comme beaucoup de dessinateurs de l'époque. Et il utilise aussi parfois des pseudonymes féminins, comme Gina Stern, que l'on peut trouver dans l'Ingénu. Alors vous allez me dire, oui, mais alors Vercors, pourquoi utiliser ce terme de Vercors? Parce que lorsqu'il a été mobilisé en 1939, il va passer devant la montagne du Vercors et il va trouver que la montagne est belle, que ça sonne extrêmement bien à l'oreille, et au moment où il va devoir choisir un pseudonyme pour éditer de manière clandestine, il repense à cette montagne majestueuse et il se dit que c'est le nom qu'il se prendra désormais pour écrire, pour passer de Jean Brulaire, dessinateur, à Vercors, écrivain. Et d'ailleurs, sur les 26 ouvrages des éditions de Minuit clandestine, beaucoup d'écrivains vont prendre un nom de région ou un nom de montagne pour montrer que la France est toujours vivante malgré le régime de Vichy et malgré la présence des nazis en France. Alors, Vercors, écrivain né des contingences historiques, non. C'est-à-dire qu'il aime à le faire croire, il aime à dire j'étais dessinateur, s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, j'aurais continué à être dessinateur, et il véhicule ce mythe lui-même de celui qui est né des contingences historiques et de la Seconde Guerre mondiale, et du fait qu'il a pris la plume pour devenir Vercors. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous avez dû voir que dans les images que je vous ai montrées de son premier album, 21 recettes de mort violente, il y avait des textes qui accompagnaient ces dessins. Et c'est quelque chose qu'il pratique de manière récurrente. Sur ces 8 albums, vous en avez plus de la moitié avec des textes, et des textes extrêmement littéraires. C'est quelqu'un qui aime la littérature française et qui écrit extrêmement bien, déjà dès les années 20. Et d'ailleurs, on a retrouvé dans ses cahiers d'écoliers des textes non publiés à l'heure actuelle, mais qu'on peut trouver à la bibliothèque Doucet, qui sont déjà des textes avec des dessins pour montrer qu'à la fois il était dessinateur et écrivain. Donc, premier élément, ces albums sont pourvus de textes littéraires. Deuxième élément, il a fait une tentative en 1935 de récit policier. Et Pierre de Lescure, son ami, va tenter de présenter son manuscrit à Gallimard, qui va refuser son manuscrit. Manuscrit malheureusement perdu, donc on ne saura jamais comment il a écrit son récit policier, mais vous voyez que déjà dès 1935, il avait envie d'écrire. La plume, comme il dit lui-même, le chatouillait. Autre preuve, en 1936, il tente un récit fantastique. Récit fantastique qu'il ne va pas publier, puisqu'il ne trouve pas d'éditeur à ce moment-là, mais qu'il va publier des années après, dans les années 70. Ça s'intitule « Les chevaux du temps », et il va y avoir 2 récits sur les 6 ou 7 récits qu'il y a dans ce recueil de nouvelles, qui sont des récits de 1936. Et lui-même, dans sa préface, le dit. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui voulait déjà écrire. Et puis, regardez, vous avez Couleur d'Égypte de Paul Silva Coronel. Paul Silva Coronel, c'est un de ses amis qu'il a rencontré à l'école alsacienne,
qui a fait avec lui des études d'ingénieur après le bac et qui est ingénieur chez Citroën. Jean Brulaire, lui, va bifurquer pour avoir la carrière d'artiste dont je vous parle à l'heure actuelle. Et il se trouve qu'ils s'auto-éditent tous les deux pour Couleurs d'Égypte. Il est bien noté sur la première de couverture que l'auteur du texte, c'est Paul Silva Coronel, et que l'illustrateur, c'est Jean Brulaire. Certes, mais en réalité, j'ai des preuves matérielles et j'ai réussi à prouver que le chapitre 10 avait été écrit par Jean Brulaire, et je me demande si le chapitre 13 et le chapitre 14 n'ont pas aussi été écrits par Jean Brulaire. Je m'explique. Dans le chapitre 10, le personnage principal du roman Couleurs d'Égypte laisse la parole à un autre personnage narrateur, chargé de raconter des histoires orientales à la manière des Mille et une nuits. C'est symbolique de Paul Silva Coronel qui laisse la parole, sans le dire, à Jean Brulaire qui rédige tout le chapitre 10. Et comment j'ai pu le savoir? Parce que dans ce chapitre 10, vous avez l'équivalent de 5 petits récits, orientalisant, 5 petits récits que l'on trouve sous le nom de Joé Mab et de Gina Stern, deux pseudonymes de Jean Brulaire, que l'on trouve dans l'Ingénu, sa revue, qui date de 1923-1924. Et ce qui est intéressant, c'est que sa revue est impossible à trouver à la bibliothèque, à la BNF. Il n'a pas déposé ses textes, sa revue, ses 16 numéros, mais on peut le trouver sur le marché, et donc j'ai eu la chance de tomber sur tous les exemplaires, et la chance de pouvoir lire tout l'Ingénu, et il se trouve que on peut retrouver des textes dans le chapitre 10 de Couleurs d'Égypte que l'on avait dans l'Ingénu sous ses pseudonymes. Alors que jamais il n'a dit après-guerre qu'il avait écrit le chapitre 10. Et d'ailleurs, quand il dit « Oh, j'ai bien écrit 2-3 choses, mais finalement je les renierai dès demain si on leur sortait ». Et pourquoi je pense que le chapitre 13 et le chapitre 14 ont également été écrits par lui? Parce qu'il y a une pratique qu'il faisait beaucoup dans l'Ingénu et dans ses caricatures dans les journaux de 1920 à 1926, c'est de mettre des citations en anglais, des citations de grands auteurs, et notamment d'auteurs comme Anatole France, avec des non-sens qu'il y a dans les citations. C'est quelque chose qui fait énormément. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait la preuve matérielle, et qu'on trouve d'autres textes de Jean Brulaire, antérieurs, qui me permettrait d'entériner ce que je vous dis sur les chapitres 13 et 14. Mais je pense que, alors j'ai pas encore défriché le terrain, mais je pense que par exemple dans la revue Paris Flirt qui se trouve à la BNF, je pourrais trouver très certainement ces textes, et je pourrais à ce moment-là prouver que les chapitres 13 et 14 sont des chapitres de Jean Brulaire. Vous voyez, la pratique de la réécriture, c'est quelque chose qu'il fait énormément. Par exemple, je vous ai pris un propos de Sam Howard du 1er juillet 1922, qu'il publie dans un journal, le journal Paris Flirt. Et vous voyez que le dessin qu'il reprend dans l'Ingénu, sa propre revue, eh bien la légende que je vous ai mis en gros, la petite légende là que vous avez tout en bas, eh bien en réalité c'est une réécriture des propos de Sam Howard, donc d'un an plus tôt. C'est quelque chose qu'il fait énormément, et en tant qu'écrivain c'est quelque chose qu'il fera aussi énormément. Donc c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Et puis vous avez un autre élément qui me prouve que Jean Brulaire avait bien écrit avant d'être Vercors. C'est les albums Pif et Paf. 3 albums publiés entre 1927 et 1929 chez Nathan. Alors ces 3 albums, quand vous les regardez, il est bien marqué que l'auteur c'est Hermine Dubu et que l'illustrateur c'est Jean Brulaire. Très bien. Il se trouve que pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ça, je suis allée faire des recherches dans les cahiers d'honoraires de Nathan, il y a quelques années de ça. Et dans ces cahiers d'honoraires, où Nathan spécifiait bien quel était l'auteur, combien il avait vendu d'exemplaires de tel et tel ouvrage, il ne mettait que le nom de l'auteur, et il ne mettait pas les noms des illustrateurs, des ouvrages publiés chez Nathan.
Eh bien, pour Pif et Paf, vous avez dans la colonne auteur Hermine Dubu et Jean Brulaire. Preuve que Jean Brulaire a vraiment lui-même fait plusieurs chapitres de Pif et Paf. Et je vous en donne un exemple. À gauche, vous avez Pif et Paf, les deux garnements, qui datent de 1927. Vous voyez les deux petits garnements qui en fait se sont mis chez un boulanger et en fait sont sortis avec la pâte à pain du boulanger et finissent en pain d'épices. Et pour pouvoir se sortir du pain d'épices qui les entoure, ils décident de manger le pain d'épices. À droite, vous avez la seule BD de Jean Brulaire qui s'appelle Le mariage de Monsieur Laconique. Et dans cette BD, qui date de 1931, c'est-à-dire 4 ans plus tard, vous avez le même phénomène, c'est-à-dire le personnage de Monsieur Laconique qui tombe dans le four à pain du boulanger et qui va manger la croûte qu'il y a sur lui. Comme si c'était une sorte de réécriture de ce qu'il avait écrit en 1927 sans le dire. Donc c'est une forme d'aveu silencieux. Et c'est la raison pour laquelle j'espère vous avoir prouvé que plutôt que de rupture entre Jean Brulaire et Vercors qui serait né de l'histoire avec un grand H, il faut plutôt le reconsidérer comme une continuité entre Jean Brulaire qui commençait à devenir l'écrivain, peut-être sous le nom de Jean Brulaire, s'il n'y avait pas eu la guerre, mais en tout cas de devenir un écrivain et d'aimer l'écriture. Bien, il ne dit en tout cas jamais qu'il a écrit tous ces textes, parce qu'il a cette volonté d'être né des contingences historiques. Ça crée le mythe aussi. Un mythe qui a été véhiculé par l'histoire littéraire, et la preuve, on ne connaît que ça de lui, globalement, mais ça montre l'exceptionnel de son destin. Et puis, il a honte de ces petits textes humoristiques qu'il juge probablement avec sincérité, sans valeur littéraire. C'est quelque chose qu'il a écrit, il s'est amusé à l'écrire, et il n'a pas envie que ça ressorte à ce moment-là. On pourrait dire qu'il se juge comme un écrivain, comme on dit dans notre jargon. Et puis, plus souterrainement, il recompose son parcours. Pourquoi ? Parce que dans les 3 albums Pif et Paf, le 3e album de 1929, je ne vous ai pas donné le titre complet, c'est Pif et Paf chez les cannibales. C'est-à-dire que Jean Brulaire va... excusez-moi, je reviens juste... Ouais. J'y reviendrai juste après, je l'ai mis un peu plus loin. Jean Brulaire, en fait, va écrire des textes qui vont lui faire honte parce que justement, il va parler des Noirs et il va véhiculer tous les stéréotypes sur les Noirs dans l'entre-deux-guerres. J'y reviendrai juste après. Alors, je vais intégrer cette réflexion au dernier point de mon intervention, c'est-à-dire quel a été son parcours idéologique et politique pour qu'on comprenne cela. Son silence de la mer a été engagé, donc est-ce que cela signifie que Jean Brulaire a fait de l'art militant dans l'entre-deux-guerres ? Alors je reviens sur 21 recettes de mort violente, son premier album de 1926, et il se trouve que lorsqu'il a publié cet album, il a été approché par les surréalistes, qui ont vu de l'humour noir, parce qu'en fait, vous avez 21 recettes pour savoir comment se suicider, et puis finalement, à la fin, la meilleure façon de se suicider, c'est de mourir de vieillesse. Donc, on voit ici tout l'humour qu'il y a chez lui. Donc, les surréalistes l'approchent, pensant que Jean Brulaire est quelqu'un qui pourrait intégrer le groupe. Or, rien de plus opposé que Jean Brulaire aux conceptions artistiques, idéologiques et politiques des surréalistes chez le jeune bourgeois Jean Brulaire. Il n'y a pas d'art au service de la Révolution chez Jean Brulaire. Il n'y a pas d'amour fou à la manière d'André Breton chez Jean Brulaire. Et même dans ses articles en tant que chroniqueur d'art, il critique très vertement ce courant littéraire
pictural, artistique, en disant que il considère que c'est extrêmement forcé, extrêmement travaillé. Il voit tout le travail de la raison derrière le surréalisme, et qu'il ne voit rien de surréaliste derrière tout cela. Et Jean Breuer, lui, reste du côté des classiques, et notamment il reste du côté du prix Nobel de littérature 1921, Anatole France, qui avait été conspué par les surréalistes au moment de la mort d'Anatole France. Et si on doit rapprocher Jean Breuer d'un courant artistique, on doit plutôt penser au dessinateur Gus Boffin, qui propose dans les années 20 le Salon de l'Araignée, qui est en marge du salon officiel des dessinateurs, afin de pouvoir trouver de jeunes dessinateurs différents de ceux qu'on trouve dans les salons officiels de l'époque. Et il se trouve que Jean Breuer a approché Gus Boffin, que Gus Boffin a apprécié ses dessins, et qu'il l'a invité au Salon de l'Araignée en 1928 pour pouvoir exposer ses propres dessins. Et plus étonnant, Jean Breuer donc côtoie Gus Boffin, Chasse-Laborde, André Dinimont, je ne sais pas si ces noms de dessinateurs vous disent quelque chose, Pierre Macorlan, Pierre Falquet, mais surtout, il côtoie davantage des écrivains que des dessinateurs. Comment je le sais? Grâce à sa correspondance. Sa correspondance de l'entre-deux-guerres, c'est André Gide, Romain Rolland, Roger Martin Ducard, Jules Romain, etc., etc. Donc en fait, il est déjà plus proche des dessinateurs que des écrivains. Il côtoie davantage les dessinateurs que les écrivains dès l'entre-deux-guerres, ce qui peut expliquer cela. Et puis, des écrivains plutôt classés à gauche, j'y reviendrai juste après. Et pourquoi il va plutôt vers les écrivains? Je le cite, « Je n'ai jamais fait de dessin pictural, mais toujours signifiant pour exprimer certaines idées. » Donc, il se cherche encore dans les années 20, dans un humour comme l'humour noir des 21 recettes de Mort-Violence, et puis il fait de l'humour plus sombre et un dessin plus intellectuel à partir de 1929, parce qu'il va commencer à côtoyer beaucoup plus d'écrivains qui vont lui faire comprendre tout l'enjeu idéologique de l'entre-deux-guerres et des éléments politiques. Pour autant, Jean Breuer veut absolument faire un art intemporel, détaché des événements politiques, non engagé. Va-t-il réussir? Vous allez voir que ça va être très compliqué tout au long de ces années 30. Donc, comment va-t-il faire? Eh bien, il va réfléchir sur l'homme, l'homme avec un grand H, et c'est la raison pour laquelle on peut parler de continuité, parce qu'après-guerre, il évoquera la spécificité de l'homme par rapport à l'animal. On en parlait tout à l'heure avec les animaux dénaturés. Ce n'est pas quelque chose à laquelle il réfléchit après-guerre. C'est un élément qui est inclus dans ses albums de l'entre-deux-guerres. Donc, il se fait moraliste dans son 3e album, Un homme coupé en tranches, et dans La danse des vivants dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est publié sous forme de relevé trimestriel entre 1932 et 1938. Alors, dans Un homme coupé en tranches, il se rapproche de La Bruyère, il se rapproche de La Rochefoucauld, il se rapproche également de Blaise Pascal, tous les moralistes du XVIIe siècle, de Molière également. Et pour La danse des vivants, il écrit lui-même qu'il veut faire une sorte de comédie humaine à la manière de Balzac, et qu'il veut que son album soit un pendant graphique des hommes de bonne volonté de Jules Romain. Donc vous voyez que déjà il y a toute une réflexion sur l'homme, mais à travers le dessin. Donc dans Un homme coupé en tranches, le personnage principal s'appelle Polymorphès, un nom symbolique, il prend plusieurs formes en fonction des gens qu'il côtoie. Il est plongé dans l'introspection pour tenter de saisir sa personnalité qui varie, qui change en fonction des gens qu'il côtoie, ou alors changeant en fonction de ce qu'on perçoit de lui. Et ça nous rappelle évidemment les caractères de La Bruyère.
Il tente, sous forme de journal intime dans Un homme coupé en tranches, donc encore une fois il y a un texte, il tente de faire une introspection, de prendre conscience de lui pour pouvoir se corriger. Et je ne vais pas en parler énormément parce que c'est surtout après la guerre que cette idée viendra, mais le fait de vouloir prendre conscience de soi et vouloir se corriger par soi-même, c'est un héritage familial et c'est un héritage de l'école alsacienne. L'école alsacienne avait pour précepte de faire appel à la raison de l'enfant. Et ils étaient très très novateurs sur ce plan-là. Ils bannissaient les punitions. On est au début du XXe siècle. Hein. Ils bannissaient les punitions. Et lorsqu'un enfant, un écolier, faisait une petite bêtise, ils préféraient lui parler et faire appel à sa raison. Pour qu'il puisse tirer le meilleur de lui-même et pour qu'on ait le meilleur de soi-même et que ce soit un futur citoyen. Or, l'école alsacienne a été fondée par des protestants. Et c'est une caractéristique du protestantisme d'avoir cette introspection, de prendre conscience de soi, de prendre conscience de ce que l'on fait et de pouvoir tenter de se corriger par soi-même. C'est quelque chose qui va marquer Jean Brullère et surtout Vercors à vie. Et ça va être d'ailleurs tout le caractère souterrain de la philosophie de Vercors. Mais je ne peux pas y revenir. Je ne peux pas en parler là puisque je m'arrête en 45. Et d'ailleurs, Vercors a été un grand ami dès l'école alsacienne de Théodore Monod, avec qui il va rester ami jusqu'à la fin de sa vie. Et il va connaître toute la famille Monod. Et il va parler avec Théodore Monod à propos de la paléontologie, de l'anthropologie, lorsque Monod partira dans le Sahara et fera des découvertes. C'est quelque chose qui l'intéresse énormément. Et Théodore Monod, d'ailleurs, va lui dire « Il faut que tu écrives la préface de Roy Lévis, Pourquoi j'ai mangé mon père ?» Et c'est Vercors qui écrit cette préface-là. Donc il y a toute une réflexion qu'il va avoir avec Théodore Monod. Donc, même si la famille de Jean Brullère et Jean Brullère lui-même sont agnostiques, pour ne pas dire athées, il n'empêche qu'ils sont extrêmement marqués par ce protestantisme. Mais je n'irai pas plus loin, parce que ce serait plutôt une réflexion d'après-guerre. Alors, je vais revenir à la danse des vivants. Et la danse des vivants, qui se veut intemporelle, hein, je vous l'ai dit, pour le moment on est dans l'art intemporel, cette danse des vivants rappelle beaucoup les pensées de Blaise Pascal. Alors, et Malaise de Gus Boffa, donc Gus Boffa, Malaise, c'est un album, autant par le trait de crayon que par la philosophie qu'il y a dans Malaise, on peut déceler une influence certaine dans la danse des vivants de Jean Brullère. Alors, désolée pour les philosophes qui sont dans la salle, je vais aller très très vite sur ces pensées de Pascal, mais je vous ai mis à chaque fois des dessins signifiants qu'on pourrait rapprocher de la pensée de Pascal. Donc je vais de gauche à droite. Vous avez une mutinerie à bord. Eh bien l'homme, ce n'est que peu de choses. C'est un ciron qui est coincé entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, et qui est voué à la finitude. Pour pouvoir se divertir, regardez mon dessin au milieu, présence du mystère ou les amateurs d'événements, eh bien, il se divertit de toutes les manières possibles, divertir hein, dans le sens pascalien du terme, c'est-à-dire se détourner, dit Werther, se détourner de sa condition humaine. Donc il essaie de se détourner de sa condition humaine pour ne pas penser. Et puis, l'être humain est quelqu'un qui est extrêmement sensible aux honneurs. Regardez, je vous ai mis un des dessins parmi les 160 qu'il y a dans la danse des vivants qui s'intitule L'arriviste ou les efforts fructueux, où vous voyez ici quelqu'un qui est extrêmement flatté que d'avoir les honneurs de la nation, parce que la vanité est le propre de l'être humain. Donc vous voyez que Jean Brullère réfléchit à cette nature humaine. Il est déjà en train de réfléchir à une forme de nature humaine qui est en gestation dans la danse des vivants et qui va prendre son essor après-guerre dans ses textes.
Et d'ailleurs, ça commence dès l'enfance. C'est intrinsèque à l'être humain. Vous voyez le jouet de l'autre ou la possession des biens, où en fait les deux petits-enfants ont le même jouet, mais finalement lorgnent sur le jouet de l'autre, convoitent le jouet de l'autre, et ça peut expliquer les guerres fratricides qu'il peut y avoir entre les humains. Et puis, en même temps, une énorme solitude, quelle que soit la classe sociale à laquelle vous appartenez. Je vous ai pris au fait des richesses, que vous avez à droite de mon PowerPoint. Vous avez cet homme riche qui, pour autant, est extrêmement seul dans cette vie et qui, s'il n'est pas diverti, va penser à sa condition humaine. Nous sommes des condamnés à mort. Donc, vous le voyez à gauche de mon PowerPoint. Et finalement, l'athée n'est pas celui qu'on croit. Regardez, vous avez une fervente croyante et vous avez cet homme d'église qui, lui, est athée. C'est-à-dire qui a essayé de trouver un sens à sa vie dans la maison de Dieu et finalement qui n'en trouve plus. Et si vous regardez bien, tous les dessins de Jean Brulaire montrent une forme de verticalité pour montrer tout le caractère, notamment avec ces colonnes dans le dessin laté, ce caractère finalement infini et peut-être cette non-réponse qu'un être humain aura lorsqu'il réfléchira à sa condition humaine. Voilà en gros la teneur de la danse des vivants, qui est vraiment une teneur de moraliste, qui réfléchit à la nature humaine et d'un moraliste extrêmement pessimiste. Bon, je suis désolée, c'est vraiment très global, mais en tout cas, vous pourrez ensuite retourner voir cette philosophie pascalienne pour pouvoir aller plus loin. Pourtant, Jean Brulaire n'est pas détaché de la société, il n'est pas détaché des événements historiques, puisqu'il va y avoir une montée du fascisme dans l'entre-deux-guerres, il va y avoir une montée des inégalités sociales dans l'entre-deux-guerres. Lui qui est issu d'une famille de gauche, une famille socialiste, alors une gauche plutôt non marxiste. Vercors va ensuite réfléchir au marxisme, mais ce sera qu'après la Seconde Guerre mondiale, donc je n'y reviens pas ici, mais en tout cas une gauche plutôt de la SFIO, c'est-à-dire le PS actuel. Même si son père, en réalité, était plutôt un radical, mais un radical du début des années du XXe siècle. Bon, et on voit que dans les années, fin des années 20, début des années 30, il a tout un réseau d'écrivains de gauche, d'écrivains socialistes, qui vont le faire réfléchir. Et notamment vont le faire réfléchir sur le colonialisme. Regardez, je vous ai mis Loulou chez les nègres, illustré par Jean Brulaire. Je vous ai remis une planche du mariage de Monsieur Laconique, sa BD de 1931. Et je vous ai mis Babadienne et morceaux de sucre, illustré en 1937, encore une fois, par Jean Brulaire. Il se trouve que Jean Brulaire, dans Loulou chez les nègres en 1929, au moment où il fait également Pif et Paf chez les cannibales, et qu'il écrit Pif et Paf chez les cannibales, accompagne tous les stéréotypes qu'il y a sur l'Afrique. C'est-à-dire à la fois l'exotisme, les Africains qui sont proches des animaux, et tout ce que vous pouvez imaginer par rapport au colonialisme de l'époque. Loulou chez les nègres, c'est une écriture de l'expédition Citroën, la croisière noire. Citroën avait décidé de faire une expédition en Afrique, et Loulou chez les nègres est une écriture de cette croisière noire, sous visée apparemment humaniste, mais en réalité avec tous les clichés racistes que cela véhicule. Alors attention, Jean Brulaire est encore un jeune dessinateur, il n'a pas encore les moyens de choisir les textes qu'il veut, donc ne faisons pas d'anachronisme. Jean Brulaire parfois avait besoin de vivre et donc devait accompagner des textes avec lesquels il n'était pas forcément d'accord d'un point de vue idéologique. Mais
Son réseau de sociabilité va le faire réfléchir et va lui faire prendre une posture beaucoup plus radicale. Et dans le mariage de Monsieur Laconique qui se trouve au milieu, vous avez une réécriture de Loulou chez les nègres, que je vais vous montrer juste après en plus gros, où les Noirs rient de Monsieur Laconique. Donc en fait, il y a tout un renversement pour montrer que tous les stéréotypes se renversent du noir vers le blanc. Et il l'a publié en novembre 1931, sa BD, au moment de l'exposition universelle, c'est-à-dire au moment où on exhibait des Noirs dans cette exposition universelle qui a fait l'équivalent de 8 millions d'entrées. Et Babadienne et Morceaux de sucre, c'est un roman pour la littérature de jeunesse qui est un des premiers romans anticolonialistes de l'époque, en 1937. Et où on voit les mêmes dessins que sur la couverture de Loulou chez les nègres, vous voyez, vous avez le même feuillage, mais ce n'est pas le petit garçon qui est porté en triomphe par des noirs ici, c'est un noir et un blanc qui sont à égalité. Donc on voit ici tout le parcours idéologique de Jean Brulaire qui a dessiné sur les Noirs dans les années 20 et qui a véhiculé certaines idées racistes et qui progressivement a pris conscience de cet habitus, comme on pourrait le dire. Regardez, je vous le mets en plus gros, alors je ne sais pas si vous allez le voir, je vous ai mis en plus gros la planche du mariage de Monsieur Laconique. Vous avez justement ces Noirs qui disent qu'ils ne sont pas crédules et qui voient très bien que Laconique n'est pas celui qu'il dit être. Donc il y a tout ce renversement qu'il y a et qui montre bien la posture idéologique, l'évolution de la posture idéologique de Jean Brulaire. Jean Brulaire, c'est un pacifiste. Et donc, même s'il a fait un art intemporel, il y a des moments où il accompagne des albums pacifistes. Et l'album le plus important de l'époque, c'est Patapouf et Philifère d'André Mauroy, que Jean Brulaire a illustré. Il n'a pas fait que l'illustrer, il a parlé beaucoup avec André Mauroy. On a des textes, enfin une correspondance entre les deux hommes, pour montrer à quel point il y avait une concordance entre le texte pacifiste et les dessins de Jean Brulaire. Toujours, vous voyez, avec ce feuillage un peu extrêmement coloré, mais pour montrer le pacifisme. Donc, Jean Brulaire est quelqu'un qui a, après la Première Guerre mondiale, été extrêmement intéressé par la politique du pèlerin de la paix, d'Aristide Briand, et qui a suivi toutes les négociations avec l'Allemagne et qui notamment a beaucoup suivi la Société des Nations, la SDN, et a vu à quel point cette SDN était impuissante face à ce qui était en train de se passer, à la montée du fascisme dans l'entre-deux-guerres. Et on voit que Jean Brulaire, qui fait un art intemporel, ne peut pas s'empêcher de parfois prendre le crayon pour pouvoir faire un art beaucoup plus engagé. Aristide Briand d'ailleurs, qui sera jusqu'au bout l'homme politique qu'il va admirer le plus. Et d'ailleurs en 1981, il intitule ses mémoires « Moi, Aristide Briand », pour montrer que dans un pendant plutôt littéraire et artistique, il a essayé lui-même de mettre sa petite pierre à l'édifice du pacifisme du XXe siècle. Et en fait, il y a toute une réflexion à avoir sur Vercors pacifiste et Vercors notamment pacifiste dans l'Europe, la vision de l'Europe de Jean Brulaire. Mais je n'y reviendrai, enfin, je n'en parlerai pas. Alors, il va intensifier son combat et il va devenir de plus en plus militant dans ses textes et dans ses dessins. Pourquoi à partir du 6 février 1934 ? Parce qu'il va y avoir des émeutes anti-parlementaires qui vont beaucoup marquer la vie politique française et qui, dans le réseau des gauches, va être pris comme des émeutes fascistes. Et à partir de ce moment-là, Jean Brulaire va se rapprocher de la gauche engagée. Alors, il va être proche du CVIA, c'est-à-dire le Comité de vigilance des intellectuels
antifasciste, aux côtés d'Aragon, aux côtés de Romain Rolland. Il va faire sa première signature d'un manifeste, alors que lui ne voulait absolument pas mettre ses signatures sur des tracts, des manifestes. Il commence à le mettre en 1935 contre la guerre en Éthiopie, voulue par l'Italie. Et surtout, il va prêter son crayon au journal Vendredi, qui est un journal qui va naître et mourir avec le Front Populaire et qui accompagne politiquement le Front Populaire et Léon Blum entre 1935 et 1938. Jean Brûlère va être approché par la triade des gauches qui tient ce journal, Vendredi, et il va accepter de mettre son art au service de l'engagement du journal Vendredi et au service du Front Populaire. Et d'ailleurs, Vercors dit dans ses mémoires que ça va être la première fois qu'il va voter de sa vie pour le Front Populaire, alors qu'avant il regardait de loin, mais il trouvait que c'était trop une politique partisane, donc ça le retenait d'aller voter. Et puis finalement, au moment du Front Populaire, il décide pour la première fois de sa vie d'aller voter. Et d'aller voter pour Léon Blum. Et puis, il va prêter son crayon pour une fresque pour l'exposition universelle de 1937. Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça a commencé avant le Front Populaire, l'exposition universelle. Oui, mais lorsque Léon Blum arrive au pouvoir, il décide de faire une extension, avec notamment la Maison des Solidarités. Et c'est dans cette Maison des Solidarités que Jean Brûlère va être appelé pour faire sa fresque. Donc c'est une sorte de militantisme engagé auprès du Front Populaire. Et donc toute sa fresque, c'est sur les loisirs, puisque c'est à ce moment-là qu'on va voter les lois pour avoir beaucoup plus de loisirs et beaucoup plus de temps personnel pris sur le temps du travail. Donc une vraie mesure de gauche. Et il va aussi adhérer au Pen Club, grâce à Jules Romain, son grand ami, qui est président du Pen Club français et qui va être président international du Pen Club dans ces années-là, parce que ce Pen Club est également pacifiste. Donc Vercors commence à s'engager de manière beaucoup plus approfondie. Je vais maintenant vous le montrer avec les dessins de Vendredi. Il faut toujours chez Jean Brûlère regarder la différence entre le dessin et le texte. Il y a toujours une dichotomie entre les deux et une ironie mordante entre les deux. Je pense notamment à la situation s'aggrave dans le dessin de droite et avec ces industriels qui sont extrêmement contents que la situation historique s'aggrave parce que ça leur permet de gagner énormément d'argent et de pouvoir reconvertir tout leur matériel. Ou alors vous avez également à gauche les fanatiques, pour bien montrer le fanatisme qu'il peut y avoir dans cet entre-deux-guerres et qui fait extrêmement peur à Jean Brûlère. Vous avez d'autres dessins, regardez, la chaîne sans fin, avec toutes ces machines qui peuvent, qui sont là pour la future guerre, qui s'annonce, et c'est un dessin de 1935. Hein. Il a surtout publié en 1935-1936 dans le journal Vendredi. Mais il n'oublie pas non plus toutes les inégalités sociales, même si il le met moins dans Vendredi, puisque le salopard, c'est celui qui est obligé d'être délogé de chez lui et qui gêne la route de cet homme qui a une voiture et qui aimerait bien passer le plus vite possible. Donc il y a également toute une réflexion sur les classes sociales et sur les inégalités. Alors, revenons à la danse des vivants. J'ai dit que la danse des vivants était plutôt intemporelle. Mais vous êtes bien d'accord que plus Jean Brûlère s'engage, plus il va avoir du mal à laisser ses dessins dans l'intemporalité, et notamment pour la danse des vivants. Il va publier de manière régulière entre 1932 et 1934, tous les trimestres. Et puis il va y avoir le 6 février 1934. Et à ce moment-là, il va avoir une panne d'inspiration. Et en 1935, il va publier une première suite à la danse des vivants. Et il va faire silence pendant 3 ans, en publiant d'autres albums entre-temps,
pour redonner en 1938 les 2 derniers relevés trimestriels de la danse des vivants, parce qu'il a beaucoup de mal à rester dans l'intemporalité. Et parce que sa réflexion sur la nature humaine s'infléchit. Lui qui avait, comme je vous l'ai dit, une philosophie pascalienne, lui qui avait une vision extrêmement noire de la nature humaine, se rend compte dans ses dessins de 1935 que je vous ai mis sur mon PowerPoint que l'être humain est aussi capable du meilleur et qu'il avait oublié cette dimension-là. Donc on peut voir ici cet homme qui a une sensibilité avec ce petit oiseau, son petit oiseau qui est mort, et on voit toute la tristesse de cet homme alors que derrière vous avez des grandes pièces pour la boucherie. Vous avez le multimillionnaire au milieu qui certes est multimillionnaire mais qui peut s'extasier sur la première pousse de la nature et être intéressé par autre chose que par ses millions. Ou alors vous avez le larbin à droite qui vit dans une pièce extrêmement modeste, mais vous le voyez regarder les étoiles et vous voyez qu'il pourrait rêver à une vie meilleure et que dans d'autres conditions sociales, il aurait peut-être pu avoir une vie meilleure et peut-être pu avoir une réflexion plus poussée et peut-être un accès plus facile à la culture. Et vous avez ces dessins qui se trouvent en 1935 dans son relevé trimestriel qu'il intitule « Rien n'est perdu ». Comme si il disait « La guerre de Troie n'aura pas lieu » de Giraudoux. On est à peu près à la même époque, à ce moment-là. Donc, comme il a une autre philosophie qui est en train de se dessiner, il a beaucoup de mal à continuer ses dessins. Et d'ailleurs, la danse des vivants, il ne la terminera pas. Pardon. Il ne la terminera pas. Il va avoir 160 dessins. Il avait prévu environ 220 dessins, dit-il. Mais il va tenter de reprendre ses dessins après-guerre. Mais ça, c'est une autre histoire. Et il ne va pas réussir. Voilà. Autre point, il s'intéresse de plus en plus, en 1934, 35 et 38, dans cette danse des vivants, aux inégalités sociales. Et je vous ai mis en regard 2 dessins, notamment le tour du monde à prix fixe, avec cet homme et cette femme qui sont dans un paquebot et qui sont servis comme des rois, alors que vous avez l'envers du décor à droite, c'est-à-dire ceux qui font fonctionner ce paquebot. J'aurais pu vous donner d'autres exemples, mais on voit de plus en plus que Jean Brulaire prend également parti pour les gens modestes. Il pensait avant, mais il ne le dessinait pas forcément. Et maintenant, il dessine de plus en plus ce genre de concept. Alors, pour conclure, je reviens à mes accords de Munich en 1938, où il renonce au pacifisme, où il fait silence artistique pour aller de l'album Silence en 1938 au Silence de la mer. Et je vous ai mis un autre album de 1936, Vision intime et rassurante de la guerre, qui bien sûr est un titre ironique. Eh bien, je crois que, pour conclure, on pourrait peut-être dire que Jean Brulaire est un humaniste. Et que le mot-clé, c'est l'humanisme de Jean Brulaire, qui, avec ses déterminations de sa classe sociale, de son héritage familial, de l'héritage scolaire qu'il va avoir, mais également de tout le réseau de sociabilité qu'il aura dans l'entre-deux-guerres, va évoluer et va accéder finalement à l'écriture, mais un accès auquel il aurait pu prétendre dès les années 30, avant la guerre. Donc plutôt que de rupture avec ce fameux Silence de la mer et cette création des éditions de minuit clandestines, on peut parler de continuité, avec bien sûr la Seconde Guerre mondiale qui va radicaliser sa philosophie, son art, mais en même temps on est plus dans une évolution que dans une rupture que l'histoire littéraire véhicule encore. Merci. Merci Nathalie. On va peut-être pouvoir échanger sans micro. Est-ce qu'il y a des questions ?
n'hésitez pas. Oui. En fait, vous n'avez pas beaucoup parlé du contenu de ce roman, Le silence de la mer. Il y a un Allemand qui va être logé chez des Français, c'est ça? Et il représente, j'ai l'impression, l'humanisme justement de Brûlère. Oui. Mais pris dans des contradictions qui sont les contradictions de l'histoire finalement. Exactement. C'est bien ça le cours. C'est exactement ça, oui, je ne vous en ai pas parlé, alors très rapidement, c'est l'officier Werner von Ebronnach qui vient loger chez une famille française avec un oncle et sa nièce, dont on n'aura jamais le prénom, et l'oncle et la nièce décident de résister par le silence. Donc, d'où le fameux silence que l'on a qui en fait parcourt l'œuvre de Vercors. Et effectivement, l'officier Werner von Ebronnach est un humaniste, c'est un lettré, c'est un homme qui est un musicien et qui admire la France pour la littérature française et qui est pris dans ses contradictions, ou plutôt qui a un aveuglement par rapport au projet de son pays, qui serait de réunir les deux pays, alors que quand il va à Paris, il voit qu'en réalité c'est pour détruire la France, et lui-même ensuite décide d'aller sur le front de l'Est comme une forme de suicide, parce que tous ses idéaux volent en éclats. Et ça a été très très mal perçu à la Libération, ce texte, dans la mesure où on montrait les Allemands tels qu'ils se comportaient au début de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, comme il y a eu un temps de latence entre le moment où ça a été écrit et le moment où ça a été publié et puis diffusé, eh bien, il y a eu des incompréhensions sur ce texte, en disant que cet Allemand était complètement irréaliste par rapport à ce qui se passait en France. Et donc Vercors a dû à chaque fois se justifier. Sartre l'a défendu et a défendu la date d'écriture et de publication, et ensuite la date de diffusion, pour bien montrer à quel point les Allemands étaient corrects, comme il le dit, au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais oui. Mais il a pu passer pour un collaborateur. Exactement. Il a pu passer, on a cru que c'était un collaborateur qui avait écrit Le silence de la mer. Et alors le titre, Le silence de la mer, parce que la mer n'est pas là en fait, pas la mer, M-E-R en tout cas. Il le dit dans ses mémoires, il explique le titre, il dit que, vous vous rappelez 21 recettes de mort violente, vous avez un homme qui est sous la mer. Je vais essayer de le retrouver. Je crois que c'était dans mes premiers dessins. Ça doit être là. Non, c'est pas celui-là. C'est après, oui. Tac, tac. J'essaie de le retrouver. Voilà, c'est là. Du suicide par immersion prolongée totale. Donc il est sous la mer. C'est vraiment une image qui l'intéresse énormément, la mer et le silence. Ce sont deux thèmes qui traversent toute son œuvre. Et il explique dans ses mémoires que en fait sous la surface sous la surface des eaux, bien tranquille, bien limpide, se cachent parfois les pires turpitudes de l'âme humaine. Donc il y a une sorte de métaphore en fait de ce que l'on peut montrer de l'extérieur et ce que l'on a à l'intérieur de soi. Et il se trouve que, je vous en ai pas parlé, mais qu'au même moment en 1941-42, sans passer par une édition grand public, pour des hommes richissimes, il décide de illustrer plusieurs poèmes d'Edgar Poe et un poème de Coleridge. Et notamment, ces poèmes, c'est sur le silence et sur la mer. Donc on voit que c'est quelque chose qui parcourt tout son paysage mental depuis les années 20 jusqu'à la fin, puisque le dernier texte de Vercors en 1991, au moment où il meurt, c'est le commandant du Prométhée, et ça se passe également sur la mer. C'est quelque chose qui l'intéresse énormément, qui le fascine. Alors il y a après eu des interprétations d'ordre psychanalytique, Le silence de la mer, M-E-R-E, la mer.
la figure maternelle, si vous voulez. Mais on ne voit pas trop ce que ça vient faire avec le dessin, le texte lui-même. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, et c'est comme ça en tout cas que Vercors l'explique. Et à propos du silence de la mer, il y a un film de Jean-Pierre Melville, Oui. juste après-guerre, Oui. et je vous signale que ce film est très facilement accessible sur le site de la médiathèque. Oui. Alors un film pour lequel Vercors n'était pas d'accord au début. Melville est venu le voir avec d'anciens résistants et il a réussi à être convaincu et il a dit « Ok, on fait le film qui a été tourné chez Vercors, à Villiers-sur-Morin, dans sa maison. Il dit « Ok, on fait le film, mais on va faire venir des résistants et si les résistants ne sont pas d'accord avec ce film, on ne le projette pas au grand public. » Donc ça a été le deal entre lui et Melville. Et il se trouve que les résistants ont apprécié l'œuvre, et c'est pour ça qu'il y a eu une diffusion de cette œuvre que Vercors appréciait très moyennement. Voilà. Ça n'a pas beaucoup de rapport, mais il y a aussi un titre qui s'appelle Le silence de la mer du commandant Cousteau. Ah oui, peut-être. Parce qu'au fond, plonger sous la mer, il y a beaucoup de bruit. C'est pas du tout silencieux. Oui, voilà. Mais à l'époque, ils ne pouvaient pas le savoir, ça. Ou le bruit de la conscience Voilà, et de la mauvaise conscience. Et donc ça rejoint toute la réflexion philosophique de Vercors sur prendre conscience de soi, ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, et toute cette réflexion qui est une réflexion qu'il a et qu'il aura et qui va sous-tendre sa philosophie après-guerre. Avec le fait de se corriger soi-même, et qu'on peut retrouver dans certaines philosophies actuelles, notamment, je pense à certaines philosophies de certains penseurs de l'écologie, etc. Vous avez cette même réflexion-là, on se change soi-même pour que change le monde. Vous voyez, c'est vraiment une réflexion que Vercors a également. Et, excusez-moi. Et le texte Les animaux dénaturés, je ne sais plus quelle année c'est. 52. Ah oui, c'est beaucoup plus tard. C'est plus tard. Mais ça prolonge donc sa réflexion sur l'humanisme. J'ai pas lu le texte, je n'entendais pas. Oui, tout à fait. En quel sens Alors, dans le sens où, horrifié par ce qu'il découvre sur les camps nazis, sur les exterminations, sur cette Seconde Guerre mondiale, lui qui est pacifiste, il décide de partir à la recherche d'une définition de l'homme, de la nature humaine. Et il publie d'abord un texte en 1949 qui s'appelle La sédition humaine, qui est un texte philosophique théorique, pour expliquer que la différence entre l'homme et l'animal, c'est l'interrogation. Le fait que l'être humain s'interroge, et s'interroge de manière beaucoup plus poussée qu'aucun autre animal sur Terre. Et que c'est ce qui fonde, selon lui, l'humain. Donc c'est un animal métaphysique, à la manière d'Aristote. Et il décide ensuite, pour que sa pensée soit grand public, de le traduire dans ses textes littéraires. D'où les animaux dénaturés. Comment fait-on si l'on trouve dans la nature une espèce qui est à la frontière entre l'homme et l'animal, les fameux tropies qu'il y a dans les animaux dénaturés? Comment faire pour faire une frontière pour ne pas les exploiter, puisque ces fameux tropies, lorsqu'ils sont découverts dans les animaux dénaturés, sont la convoitise d'un industriel qui veut les faire travailler gratuitement, puisque ce sont des animaux, dit-on, donc on va pouvoir les faire travailler gratuitement. Et le tout, c'est de se dire quelle est la définition de l'homme. D'où Douglas Templemore, qui est un journaliste qui part en Nouvelle-Guinée sur la trace des tropies, décide d'inséminer une tropiette, et il a 5 petits tropions avec cette tropiette, et il décide de tuer un des tropions pour déclencher une enquête sur l'homme. C'est-à-dire qu'il va être jugé au tribunal
Mais dans la mesure où on ne sait pas ce qu'est l'homme, comment faire pour le juger et pour le condamner? Si on le juge, si on juge que ce petit Tropio est un homme, il sera condamné. Si on juge que c'est un animal, il ne sera pas condamné. Et donc la réflexion du journaliste, c'est de définir l'être humain. En fait, de se sacrifier pour qu'il y ait une définition de l'être humain. Et il va poursuivre comme ça jusqu'en 91, jusqu'au commandant du Prométhée. Vous avez un homme qui est à bord d'un navire et qui n'arrive plus à contrôler son navire, de moins en moins. Donc c'est toute une réflexion sur l'esprit et le corps. Quelle est la relation entre l'esprit et le corps? Ou pour le dire autrement, suis-je dans mon corps comme un pilote dans son navire? Et il y a toute une réflexion de la part de Jean Bruller qui veut faire appel aux sciences, à l'anthropologie, à la paléoanthropologie, entre 1945 et 1991. Et dans sa correspondance, par exemple, vous avez autant d'écrivains que de scientifiques avec qui il va parler, pour essayer de comprendre comment on peut expliquer comment naît la pensée dans l'esprit humain, quelles sont les relations entre le corps et l'esprit. Voilà. Donc c'est toute une réflexion beaucoup plus ardue de la part de Jean Bruller qu'il essaie ensuite de simplifier dans sa littérature pour que ça advienne auprès du grand public. D'où les animaux dénaturés, Silva et d'autres récits. Oui. Moi j'avais une question toujours sur le silence de la mer. Souvent le texte est publié maintenant avec d'autres nouvelles, pas seulement La Marche à l'étoile, de nouvelles justement qui parlent d'imprimerie. Oui, l'imprimerie de Verdun. J'ai mieux compris pourquoi. Une autre avec beaucoup d'humour noir aussi, avec ce cheval. Oui, le cheval et la mort. Voilà. Ça, ce sont des nouvelles qui ont été conçues par Vapor pour être publiées en même temps, parce que la première édition c'était le texte seulement Le silence de la mer. À quel moment est-ce que ça a été rassemblé? Est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est justement... Après-guerre. Après-guerre. C'est-à-dire qu'il a écrit pendant la guerre Le silence de la mer, La Marche à l'étoile, comme je vous l'ai montré. Après-guerre, il écrit justement l'imprimerie de Verdun, Le cheval et la mort, etc. Et le livre de poche décide ensuite de l'éditer en 51, en rassemblant toutes les nouvelles de la guerre et de la résistance. Mais il l'écrit après la guerre. Et notamment, vous avez également, on en a parlé tout à l'heure, les mots. Vous avez un officier qui peint ce beau paysage pendant que toute son armée détruit un village, le village de Radour-sur-Glane, pour montrer qu'il peut s'extasier face à un beau paysage, avoir une vision esthétique et à la fois pouvoir commander une exaction qu'il ne regarde même pas. Et là, il l'a écrit en 1945. Et donc ça a été publié après. Ça a été d'abord publié dans des journaux plutôt de gauche et surtout communistes, parce qu'après il va se rapprocher des communistes, il va être un compagnon de route, sans avoir adhéré au communisme. C'est là qu'il va ensuite le publier en livre de poche, et que vous avez ce fameux livre de poche qui est très régulièrement réédité. C'est ce qui marche le mieux pour Vercors. Et c'est pour ça que ça cristallise le mythe. Sur le colonialisme, a-t-il évolué de 1937 jusqu'à sa mort, quoi? Eh bien, il a été celui qui a signé le manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie. Donc, il est allé au bout. C'est-à-dire qu'il a pensé la décolonisation. Il a été un insoumis à ce moment-là avec d'autres écrivains, d'autres artistes, et il dit lui-même que devait sortir en film La Marche à l'étoile, et qu'à ce moment-là il y a eu une censure et que ça n'est jamais sorti, et que ce serait De Gaulle qui aurait refusé cette sortie pour punir tous ces gens qui vont contre la politique française. Donc oui, il est allé au bout de ce colonialisme, ou plutôt cet anticolonialisme. Mais en même temps, De Gaulle, il a une vision à la fois d'admiration pour l'homme qui a résisté,
Donc à chaque fois, quand il lui parle, quand il lui écrit, on sent toute l'admiration pour lui, et en même temps, politiquement, ils sont aux antipodes. Ils sont ensemble dans la guerre, mais pas ensemble idéologiquement. En fait. Voilà, exactement. Ils se sont rassemblés ensemble, et au fond, c'est ce que Vercors voulait, hein, même par rapport aux gauches. Ce qu'il a apprécié, par exemple, dans le Front populaire, c'était cette triade des gauches. C'est-à-dire le fait qu'il y avait une coalition des gauches qu'il a espéré également après-guerre avec... voilà, exactement. Parce que c'est quelque chose qu'il espérait pour essayer de tempérer un peu, à la fois radicaliser la SFIO et tempérer plutôt le parti radical. C'est quelqu'un qui est entre les deux. En fait, c'est un réformiste, Vercors. C'est pas un révolutionnaire. Ça s'explique par sa condition sociale, ça s'explique par son milieu, mais il veut des réformes qui seraient révolutionnaires au sein d'un gouvernement des gauches. Voilà ce que moi, je ça l'ai pensait. senti comme un libre penseur, en fait. Il n'aime pas trop dans un parti politique, même Oui. s'il est très marqué à gauche, voire communiste, etc. Mais Oui. je pense qu'il n'est pas les organes bien structurés, tout ça, c'est pas son truc, quoi. Oui, Son tout à génie fait. créatif qu'on ne soit pas d'être enfermé dans un mode de pensée, quoi. Il a rien personne. Tout à fait, il a été compagnon de route. Absolument pas. Donc, Oui, non, mais vous avez raison. C'est pas à 18h30. Il a été compagnon de route, mais il n'a jamais pris sa carte au parti, dans aucun parti. C'était un homme de gauche, socialiste, socialiste communiste, avec les idées du socialisme et du communisme, mais qui a pu s'extraire du communisme, notamment au moment de la guerre d'Algérie, et qui a milité plutôt dans des partis plus, plus radicaux à ce moment-là. Puis il les a rejoints au moment de la guerre du Vietnam. Vous voyez, il oscillait entre il a oscillé en fonction des combats à mener. Mais il est vu comme un compagnon de route du PCF, et il en a été un. Est-ce que c'était un homme convivial? Enfin, je sais pas, parce qu'on n'a pas abordé ça. Est-ce que c'était quelqu'un qui était plutôt solitaire ou... Alors, c'est le côté clairement. Est-ce qu'il était sociable? Oui, est-ce qu'il aimait bien cette convivialité, enfin de se retrouver en groupe Oui, il aimait beaucoup en tant que Jean Brulaire, beaucoup moins en tant que Vercors. La guerre l'a tellement marqué qu'il a perdu énormément d'amitié, qu'il a perdu aussi foi dans beaucoup d'humains qui le côtoyaient et qu'il a côtoyé. Donc c'était quelqu'un de très convivial pour ses amis, et c'est quelqu'un qui cuisinait très très bien et qui les accueillait autour de repas gastronomiques, ça peut aider. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui fait très posé. Par exemple, dans une réunion, c'est quelqu'un que vous n'allez pas beaucoup entendre. C'est quelqu'un qui va être là, par sa présence, qu'on va voir, qui va avoir une forme d'aura, mais en même temps qui est très mauvais orateur. Donc voilà, mais il a des amis, et d'ailleurs sa correspondance foisonne d'amitié. Alors lui, il est plutôt dans l'amitié intellectuelle. Par exemple, lorsqu'il s'agit de parler des enfants, de la santé, de la femme, etc., il laisse ça à sa femme, et il le passe à sa femme qui répond aux amis. Par contre, lorsqu'il s'agit de parler de philosophie, de littérature, là, c'est lui qui répond à ses amis. Donc voilà, c'est plus une connivence d'ordre intellectuel. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer d'âme à âme. Et on le retrouve notamment dans sa réflexion sur les liens entre le corps et l'esprit. Oui. Moi, je vous remercie parce que j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Maintenant, comment est-ce que vous expliquez, comment est-ce qu'on peut expliquer, peut-être pas du tout, que malgré tout, pour beaucoup de gens, Vercors soit l'homme d'un livre? Parce que il a été, dit-il, ostracisé par les médias. Les médias ne l'ont pas beaucoup invité. Donc c'est difficile de diffuser une pensée quand les médias ne vous diffusent pas, notamment toutes les émissions littéraires qu'il y avait dans les années 70, 80, etc., où on retrouvait beaucoup d'écrivains à cette époque, on le voit très très peu. Ensuite, selon ses fils, je dis bien selon ses fils, ce serait sa deuxième épouse,
sa seconde épouse qui aurait un peu freiné des cas de fer et l'aurait plutôt isolé par rapport au reste. Et puis, l'université ne l'a pas beaucoup étudié. Et disons les choses clairement, lorsque vous avez des profs de lettres à l'université qui étudient un écrivain, qui ensuite constitue un réseau avec d'autres profs et qui diffusent avec une association, avec une revue, avec des colloques, etc., ça permet de connaître un auteur. Vous avez des auteurs qu'on ne lit plus, mais qui ont leur diffusion quand même dans des revues avec l'association de tel ou tel écrivain, mais qu'on ne lit plus, par exemple. Et vous ne pensez quand même pas que le silence de la mer, enfin moi j'ai pas tout lu, j'ai lu les animaux de nature, c'est quand même pas du même niveau. Vous voulez dire du même niveau que d'autres écrivains? Non, que le silence de la mer. On a quand même l'impression que c'est quand même le livre. Alors, il y a 2-3 livres qui sont extrêmement bien écrits, mais c'est vrai qu'à l'intérieur des 40 ouvrages, mais peut-être comme d'autres auteurs, il y a des livres de moins bonne facture, littéraires. Oui, ça, j'en suis tout à fait d'accord. Puis c'est quelqu'un en plus qui va s'épancher beaucoup dans ses romans, il va faire de l'autofiction. Il va beaucoup se répéter, et notamment sur sa vie avec sa première femme, sur sa vie avec sa seconde femme, sur la trahison, parce que c'est quelqu'un de très moral, de très intransigeant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est quelque chose qui le guide énormément. Donc oui, c'est beaucoup plus lourd, ce sont des romans à thèse, donc il y a une lourdeur dans... C'est pas très agréable de le lire en tant que lecteur, c'est plus agréable de le lire en tant que chercheur, parce que ça nous permet de voir un peu quels ont été ses buts. Mais en tant que lecteur, c'est vrai, il y a des livres qui sont beaucoup moins bons. Après 45, est-ce qu'il a continué dans la veine artistique, picturale, dans la presse d'opinion, à faire des caricatures ou autre? Aucune caricature, c'est fini. Jean Brulaire, le caricaturiste, est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Peint, dessiné pour, on va dire, pour lui-même. Oui, alors, il ne dessinait plus pour lui-même. Plus du tout. Il avait même supprimé chez lui tout son matériel. Par contre... Et vous avez une explication est-ce qu'il en parle? Oui, il en parle. Il dit que le dessin ne peut plus suffire à dire ce qu'il a à dire. Et que l'écriture va lui permettre de dire ce qu'il a à dire sur la philosophie, sur la nature humaine. Par contre... si je vous avais fait cette conférence entre 45 et 91, je vous aurais dit qu'il a tenté de reprendre La Danse des Vivants. Que malheureusement, il ne l'a pas pu pour des raisons d'ordre technique. Et ça aurait été très intéressant quand même qu'il réussisse, parce que j'aurais bien voulu voir ce qu'il aurait mis comme type de dessin, c'est-à-dire la teneur des dessins après ce qu'il a vécu et après avoir un petit peu nuancé son propos sur la nature humaine. Mais il n'a pas pu. Sauf que, quand il a tenté une technique pour reprendre La Danse des Vivants, il a réussi à inventer des callichromies. C'est une forme de sérigraphie où il reproduit à l'identique des toiles de grands artistes. Et il a reproduit du Picasso, il a reproduit du Braque, il a reproduit du Fernand Léger et beaucoup d'impressionnistes. Entre 1952 et 1958. Et puis, il a fait quelques dessins pour quelques écrivains. Je pense notamment à Georges Duhamel pour un beau livre qui s'appelle Le Cri des profondeurs. Il a fait également des dessins pour la revue sur Jules Romain, parce qu'il n'était pas encore tout à fait fâché à cette époque. Ils n'ont jamais été tout à fait fâchés, mais les rapports étaient distendus. Et puis, il a lui-même illustré son livre de cuisine. Il a publié un livre de cuisine en 1976, et puis son récit de voyage sur la Chine, quand il est parti en Chine. Voilà. Mais ça s'arrête là. Donc c'est très ponctuel. Le dessinateur revient très ponctuellement et pour d'autres choses et pour ne pas parler de philosophie. C'est l'écriture ensuite qui prend le relais, définitivement, sur ce plan. Donc il est pacifiste, après il est pour engagement vers la guerre, il regrette peut-être, mais il est contre le pacifisme, en fait, par rapport à la situation de 1938.
Et donc on a l'impression qu'il est, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un peu abasourdi parce qu'il a vécu pendant cette guerre finalement. Bien sûr. Il est complètement, est-ce que ses racines aussi juives, etc., accentuent sûrement ce... Bien sûr, même s'il parle très très peu. Enfin, Il en parle très très peu de mais ses est-ce que ça racines doit quand juives. même le... Ça le touche Ça le hante quand forcément. même, je pense, non? Est-ce qu'il en a parlé à un moment donné? Il en parle très peu. Est-ce qu'il fait l'analyse de tout ça à un moment donné? Alors, il fait très peu l'analyse de cette judéité. Il dit, avant d'être juif, je suis un homme. Comme Et ça, donc il hérite en fait de ce caractère républicain, intégré du père, de cette troisième république, etc. Donc oui, ça l'a touché, mais en même temps, c'est pas du tout ce qui le touche. Ça le touchera quand il y aura de l'antisémitisme, évidemment. Ouais. Mais en même temps, il ne va pas fonder sa philosophie là-dessus. Jamais, à aucun moment. Et oui, il est tellement touché par cette Seconde Guerre mondiale qu'il va participer à des associations d'intellectuels sur la fondation de l'Europe. Oui. Pour reprendre le projet d'Aristide Briand, en fait, dans une visée pacifiste. Et donc il sera dans ces projets-là, et notamment il fait partie jusqu'à la fin de sa vie de l'association Aristide Briand, il fait des conférences, des colloques sur Aristide Briand, sur l'Europe, c'est quelque chose qui le touche profondément. Il a pu rencontrer Stéphane Zweig en fait. Oui. C'est un peu un destin. Moi j'ai pas arrêté de penser à Stéphane Zweig en fait. Oui. En disant effectivement, alors, avec la mort tragique de... C'est génial pour moi. Qu'il a rencontré en 1935. Ah, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés très brièvement. Ouais. Très très brièvement. Il disait, avant d'être juif, je suis un Autrichien et un Européen. Ouais. Et donc Vercors disait donc, je suis Vercors, un homme. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est exactement je savais pas ça. que c'était rencontré. Ils se sont rencontrés, mais très brièvement, quand Jean Brûlère était encore pas très connu. Ils se sont rencontrés au moment où le comité des intellectuels antifascistes avait fait toute une réunion sur les 70 ans de Romain Rolland, qui est le chantre du pacifisme. Et donc il était dans la salle, et en fait ça avait été, cette réunion avait été combinée par tous les gens de gauche, dont les communistes. Et Vercors était là à ce moment-là, et on a accueilli cet écrivain pour qu'il puisse parler. Ouais. Oui, oui. Donc il y a un lien, mais il n'en parle plus après. Hein. Oui. Non, mais ils se ressemblent par... Oui. Mais après, il n'en parle plus. Il y a des écrivains comme ça qu'il a complètement zappé. En tout cas, que je n'ai pas retrouvé dans ses écrits, dans ses lettres et dans ses correspondants. Parce que même si soit il n'était pas un caricaturiste, il a fait beaucoup de biographies. Oui. Et donc, quelque part, c'est des caricatures aussi, un peu. Enfin, oui. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est... Oui, c'est vrai. Ils se ressemblent vraiment, quoi. Oui, mais... Chaque fois que vous décriviez, je pensais à Sweat. Oui, mais je crois aussi que c'est toute une génération. Hein. Sûrement aussi, oui. Il y a cet aspect d'une génération qui est portée par des mêmes idéaux. Vercors, c'est un moraliste, un humaniste qui est porté par des idéaux. C'est pour ça qu'il va résister. Par son idéal de la France, par son idéal de l'homme aussi. Donc en fait, ça montre également que cet idéaliste, c'est un idéaliste. Cet idéaliste est quelqu'un qui aime l'homme, qui aime l'humain. Il faut avoir une certaine dose de naïveté pour aimer l'homme. Après, mais il aime l'homme et en même temps, vous voyez, il a peint une nature humaine complètement mauvaise avant de nuancer son propos. Mais il revient assez systématiquement sur cette fameuse nature humaine mauvaise qui, donc, pour lui, est à retrouver dans nos origines agressives des premiers hommes. Et donc c'est toute une réflexion qu'il fait avec des scientifiques, des paléo-anthropologues de l'époque, pour essayer de comprendre les racines de l'agressivité, de la violence humaine. Mais ça, c'est quelque chose qui guide beaucoup d'écrivains, de philosophes, d'artistes de l'époque. Donc, plus de questions? Bon, bah écoutez, on est content d'être tous ensemble. On remercie encore Nathalie de nous avoir fait redécouvert Vercors sous un aspect qui n'est pas le plus connu en plus, celui du dessin.
Et puis, je vous donne rendez-vous donc au mois de janvier pour réfléchir sur un tout autre sujet, le réchauffement climatique. Voilà. Merci. Et bonne fête à vous. Merci vous aussi.